Dans cet extrait que nous allons découvrir, Télumé, narratrice et personnage principal du roman Pluie et vent sur Télumé Miracle, quitte sa grand-mère très malade pour aller travailler pour la famille Tessaragne. Ce sont des descendants d'esclavagistes, et notamment d'un personnage terrible, le Blanc des Blancs, dont la méchanceté et la cruauté sont légendaires. Télumé laisse donc le village où elle vit avec Toussine, sa grand-mère, pour rejoindre l'habitation Bellefeuille, plus bas dans la vallée. Elle traverse le pont qui enjambe la rivière l'autre bord. Ce n'est pas la première fois que Télumé traverse cette rivière. Elle a souvent emprunté ce pont pour aller à l'école. Mais surtout, souvenez-vous, elle l'a emprunté pour la première fois lorsqu'elle a quitté sa mère pour partir vivre à Fonzombie avec sa grand-mère. Télumé se souvient dans cet extrait de ce moment fondateur de son évolution. Mais ce pont ne ravive pas que des souvenirs personnels. En réalité, c'est tout le passé d'une île qui ressurgit progressivement devant les yeux de Télumé. Dans ce passage, on a l'impression d'un retour en arrière. Le déplacement spatial de la narratrice accompagne une traversée des strates temporelles. Et au fur et à mesure que Télumé s'approche des anciens propriétaires d'esclaves, on a l'impression de revenir doucement au temps de l'esclavage. La jeune femme s'éloigne d'un monde connu pour entrer dans un autre monde. Elle quitte le village rural de son enfance, vivant, perdu dans la forêt en haut d'un morne, pour un paysage agricole nu, inhabité, uniquement constitué de champs de canne possédés, brûlés, exploités par les propriétaires terriens, les Blancs. Elle arrive ensuite dans une propriété. On a l'impression que l'histoire est restée à la frontière de ce monde, que le temps s'est arrêté. Vous devez dans votre lecture essayer de transmettre cette strate du passage, pour bien montrer ses enjeux et ses subtilités. Il vous faut aussi souligner la proximité de cet extrait avec le conte. En fait, c'est presque un château enchanté qui apparaît soudainement, qui surgit devant les yeux de la narratrice. Elle est très impressionnée. À la fin du passage, une femme sort sur le perron. C'est Madame de Saragne. Elle ressemble à un fantôme du passé, et elle donne l'impression de flotter dans les airs. Ses sandales sont comparées à des bateaux. Cette image est un clin d'œil au passé de ses aïeux des négriers. Mais chez elle, tout est calme, frais, silencieux, et la violence de l'esclavage semble presque endormie. Évidemment, ce n'est qu'une impression, et la suite du roman le prouvera. Le racisme des deux Saragnes est toujours d'actualité, et Télumé, sans être battu ni torturé, sera méprisé et traité comme un objet. Dans ce passage, on retrouve toute la particularité de l'écriture de Simone Schwarzbart. De longues phrases, beaucoup de parataxes. Un style qui imite la marche de la narratrice, qu'elle décrit comme contrôlée, retenue, mais qui n'est pas facile à rendre à la lecture. Il faut bien prendre le temps de s'arrêter sur les descriptions et éviter de trébucher sur les virgules. Respecter la ponctuation en faisant des pauses au bon moment pour mettre en valeur les nuances du texte. On est sur un rythme de contemplation. Télumé observe le monde autour d'elle, mais se perd aussi dans ses pensées. Une des difficultés du texte arrive vers la fin. On a une superposition des voix, celle de Télumé et celle de Mancia. Et il lui faut rendre cette superposition comme on le ferait pour un texte théâtral, sans exagération. Je vous déconseille de prendre une autre voix, mais vous pouvez légèrement changer la tonalité et le rythme de votre lecture. Pensez également à faire sentir l'apparition grandiose de la demeure des deux Saragnes, l'éblouissement de Télumé, et à préparer l'apparition fantomatique, glissante, de Madame de Saragne. Je propose maintenant de vous lire ce passage. Mon linge enveloppé dans un grand mouchoir de toile, ma peine pliée en deux au fond de moi, je pris à mon tour le chemin de l'habitation Bellefeuille. Il était grand matin, la rosée perlait encore sous les herbes, les feuilles brillantes des arbres, le chant des coqs s'élevait très haut dans l'air, et tout cela présageait une journée lumineuse. Quelques commères l'avaient déjà sous le pont de l'autre bord. La légère passerelle qui relie Fonzombie au monde et que j'avais franchie pour la première fois il y avait des éternités, aux côtés de la reine sans nom. Peu avant la ramée, laissant le chemin qui conduit à l'école, je pris une route entièrement longée de champs de canne, sans cases, sans arbres visibles, sans rien pour arrêter le regard. C'était l'époque où les Blancs brûlent leurs terres, et les souches noirâtres s'étendaient à l'infini dans une âpre odeur de nature boucanée. J'avançais sur Galba, entre deux âmes, en rage de devoir aller là, et espérant malgré tout y trouver un petit répit, un peu d'ombrage, avant de m'enfoncer moi-même sous le soleil des cannes. J'entendais la voix de Mancia, dans le vent, par-dessus ces étendues incendiées. Un nègre, un crabe sans tête et sans gîte et qui marche à rebours.
Ainsi divagant, j'aboutis à une longue allée verte et soyeuse, toute luisante d'une herbe grasse, par-delà des bosquets d'hibiscus blancs, rouges, roses, qui l'ombrageaient. Derrière moi, la route des Cannes se poursuivait à une petite longueur de gaffe. Mais déjà, je me sentais dans un autre monde. Et c'était comme si je m'enfonçais au cœur même d'une église. La même fraîcheur, le même silence, le même éloignement de tout. Et tandis que j'allais ainsi, d'un pas retenu malgré moi, contrôlé, soudain surgit une vaste demeure à colonnades et bougainvilliers. Perron surélevé, toit surmonté de 2 flèches métalliques, et ces étonnantes fenêtres à vitres et rideaux de dentelle dont nous avions parlé, Reine sans nom et moi. Sur toute la façade, les fleurs tapissaient la maison d'un mauve écarlate, éblouissant. Venant à moi depuis le perron où elle se tenait, la descendante du blanc des blancs m'apparut, dame frêle, un peu vieille demoiselle, avec de longs cheveux jaunes et gris et les orteils fardés dans des sandales, qu'elle traînait avec légèreté, comme de petits bateaux de papier tirés à la ficelle, sur une pièce d'eau dormante.